là où ça fonctionne un tout petit peu, le PCT est obligé de tricher. Donc, s'il est obligé de tricher, c'est que, je dirais pratiquement, il a eu l'habitude de tricher. Mais sauf que là, tout d'un coup, ça devenait à ciel ouvert. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a une sorte de mise en danger de la République. Parce qu'il ne faut pas croire à cette République du Congo. Elle n'existe pas. Il ne faut pas croire à l'alternance au Congo. C'est un leurre. Il n'y a pas d'alternance possible. Il y a ce que j'appelle, pour moi, des mercenaires qui ont pris le pouvoir du Congo et qui, coûte que coûte, veulent rester au pouvoir. Coûte que coûte, veulent laisser le Congo entre les mains de ceux qui seront leurs enfants demain. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'enjeu n'est pas l'avenir du Congo, mais l'enjeu est l'avenir, la possession du pouvoir. Et c'est pour cela que je disais que ces gens qui croient encore, c'est des ignorants, c'est des somnolents, c'est même des criminels politiques. Bonjour Maître Dominique Nkunku et merci d'avoir encore accepté notre invitation pour commenter les résultats des législatives 2022 au Congo-Brazzaville. Merci à vous, merci de m'inviter une fois encore, merci pour votre confiance. Et je voulais peut-être préciser tout de suite que le sujet qu'on a abordé la dernière fois, oui, beaucoup d'enfants commencent à être réintégrés dans le système, en fait, dans leurs droits. Et alors, je leur ai proposé un avocat, mais tout le monde a peur. Hein. Vous connaissez le système au Congo. Personne n'a le courage de s'afficher, mais ce n'est même pas un problème de courage. Hein. Je les comprends, c'est des jeunes. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que vous avez joué un rôle important pour l'avenir de ces enfants qui peuvent, certains, devenir infirmiers, peut-être, pourquoi pas plus tard médecins. Voilà. En tout cas, merci Maître Dominique Nkunku d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, d'être encore avec nous sur TLR TV. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer de nos programmes, mais aussi pour améliorer nos performances de diffusion. Maître Dominique Nkunku, c'est désormais officiel. Le PCT, à lui seul, s'est taillé la part du lion. 111 députés, sans compter les alliés, bien entendu, les indépendants, UPADS 7, UDH-UKI 7, le MEST 1. La messe est désormais dite. Que retenir de ces résultats? Bien entendu, j'ai dit et je pense que ces résultats n'améliorent même pas le regard que l'on peut avoir sur la vie politique du Congo. Pour moi, c'est une assemblée pour rire. Et parce que, d'abord, vous avez vu vous-même les candidats, il y avait, je crois, plus d'une dizaine d'enfants adultérins de Sassou Nguesso. C'est tout de même étonnant. Et puis, deuxièmement, il y a eu beaucoup d'espace, beaucoup de zones politique où il n'y avait que des candidats du PCT, donc qui étaient élus d'office. Et puis, évidemment, on a aujourd'hui une fameuse assemblée des personnes sans expérience politique, des enfants, les enfants de ceux qui ont déjà été nourris par le système. Donc, en fait, ce ne sont pas des élections qui peuvent refléter une saine vie politique d'un pays. Et un pays comme le nôtre, qui a été blessé de beaucoup de manières et plusieurs fois, avait besoin, au contraire, d'un espace de respiration. Les élections auraient été un moment de respiration, où on pourrait dire réellement que le Congo, malgré beaucoup d'erreurs, beaucoup je dirais beaucoup de menaces de la paix nationale, va enfin entrer dans une vie normale. Nous avons là, et je pense que vous serez d'accord avec moi, une sorte de chambre de résonance où le PCT pourra dire, faire
et faire les lois qu'elle voudra. Déjà, la première, vous vous rappelez, personne ne levait le petit doigt pour dire pour ou contre. Et à plus forte raison, celle qui est là, qui est comme une assemblée pour adouber Kiki, hein, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est ce que beaucoup de gens ont compris aussi. Mais on est vraiment dans un système dangereux où on peut piéger l'opinion nationale et internationale, mais en réalité, on n'est pas du tout sorti je dirais, de cet espace d'oppression. On n'est pas sorti de l'espace où le véritable opposant est toujours pris en piège, au piège de ce système. Et d'ailleurs, vous-même, vous voyez, Must, hein, c'est bien Must, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Oui. Must n'a qu'une seule voix. Mais qu'est-ce que cette voix devant les 110 parlementaires dont vous m'avez parlé? Alors, Maître Dominique Nkunku, on va revenir sur la situation du Must, notamment dans la circonscription de Mouyondi, où le Must, notamment Madame Claudine Mounari, était en face de Jacqueline Mikolo. Mais dans un premier temps, on repart d'abord sur le premier tour du scrutin des législatives donc 2022, qui d'ailleurs, ce premier tour a été marqué par une avalanche de fraude, de tricherie à ciel ouvert, tout le monde l'a vu. Le monde entier en parle encore. L'image du Congo a été une fois de plus jetée en pâture et pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour regarder les images qui circulent. Au point où le président de la CENI, donc la Commission nationale d'organisation des élections, Henri Bouka, était obligé d'appeler les candidats lésés de se rapprocher de la CENI que d'utiliser les réseaux sociaux. Ça veut dire que le Congo a été une fois de plus interpellé, notamment son image, mais vraiment écorchée. Et je l'ai dit tout à l'heure, le Parti congolais du travail, lui-même, le parti au pouvoir, a été obligé de tricher même dans ses fiefs. Ça, tout le monde l'a vu. Quelle leçon tirer de ces fraudes massives? Est-ce que désormais, on peut penser que même les derniers indécis, ceux-là qui continuent à croire qu'on pouvait organiser les élections au Congo, cette fois-ci se sont rendus compte que les élections ne servent à rien au Congo-Brazzaville et que le PCT serait aussi en perte de vitesse? De toutes les façons, les élections sont normalement un instant clé, je dirais même un instant sacré, pour que la société se juge elle-même, pour arriver à savoir si nous sommes dans une bonne ou une mauvaise voie. Et je dirais pratiquement, les élections parlent d'elles-mêmes. Or, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu d'élection au Congo. Tout au moins, les résultats ont toujours été des résultats préescomptés. Et là, dans le cas d'espèce, qu'est-ce que nous avons? C'est que toutes ces fraudes, je dirais qu'ils sont maintenant des fraudes à ciel ouvert. Toutes ces fraudes montrent bien que le système lui-même est dans le pourrissement. Vous savez, il n'y a rien de plus grave et de plus intolérable dans une vie de nation, d'une nation qui veut vraiment se respecter et donner de l'espérance. Et rien de plus grave que de vivre dans une sorte de nasse. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous aurez toujours les mêmes résultats. Maître Dominique Nkunku, pendant que vous le dites, est-ce qu'on peut continuer à croire que le Congo est encore une nation, une république? Le Congo est potentiellement une nation. Est-ce que le Congo est une république? Non. Non, elle n'est pas une république, sauf à ajouter bananière. Bon, ça on connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'on veut vraiment appliquer les normes de la res publica, nous avons un problème important. Mais d'abord, le maintien de Sassou au pouvoir. Moi, j'étais candidat aux élections passées. J'ai vu comment ma candidature a fait fuir les gens. Même Bouka et même le président du Conseil constitutionnel étaient obligés je dirais, de menacer l'huissier que j'avais pour aller déposer ma candidature. On l'a poursuivi. On l'a même dit que s'il continuait dans cette démarche, il serait suspendu. On allait le radier. Donc, vous voyez bien,
Et Bouka le sait. Quand je dis cela, c'est pas Bouka qui va dire que c'est un mensonge, c'est lui-même qui l'a fait. Et donc, quand on est dans cette situation-là, déjà, la vie politique ne fonctionne pas. Quand Sassou s'est proclamé président, ou tout au moins a été dit président, vous savez qu'il y avait des résultats, quand on voit la vitesse des déplacements, des résultats des urnes, et ainsi de suite, et la plupart, et je dirais, aux trois quarts, les urnes n'étaient même pas ouvertes. Et lui, tout d'un coup, il est président. Alors, quand vous avez ça, et que vous assistez à une mascarade, hein, je dirais même une tornade des fraudes comme celle que nous avons vécue, il ne faut plus penser à la République du Congo. Il ne faut plus penser à la République du Congo. Il faut peut-être imaginer l'avenir du Congo, parce que le Congo est en danger. Le Congo est en danger. On ne peut pas parler d'un Congo démocratique. C'est impossible. Alors, vous avez dit le Congo est en danger, on ne peut pas parler d'un Congo démocratique. Vous avez même d'ailleurs rappelé que les résultats au Congo sont connus d'avance, la preuve. Nous avons tous assisté à ce cas de Mosenjo, où le maire de Mosenjo a écrivé au préfet du département du Niari pour lui dire que vous avez, en fait, il disait en substance que le président de la CENI, donc Henri Bouka, venait de lire les résultats, c'est-à-dire un député qui avait été, entre guillemets, élu, mais qui n'était pas sur la liste des candidats. C'est une preuve probante que les résultats au Congo sont connus avant même l'organisation des élections, sinon avant le scrutin. Mais tout à l'heure, je vous ai posé la question, dans le cas, par exemple, du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, qui s'est vu obligé de tricher dans ses propres fiefs. Est-ce que c'est une forme, c'est une perte de vitesse de ce système? C'est en fait, je dirais, vous savez, c'est un peu comme les faces d'un miroir. Pendant longtemps, si vous êtes du mauvais côté, vous ne voyez pas votre image. Et là, pour une fois, vous voyez, ils ont laissé, et je crois qu'ils ont dû se mordre les doigts, ils ont laissé les réseaux sociaux ouverts. Et bien, on a vu ce qu'est le Congo. Je dirais indépendamment des candidats d'opposition proclamés comme Zon, comme Mirassin, ainsi de suite. Nous avons vu un Congo qui peut s'exprimer. Et en fait, qu'est-ce que dit ce Congo? C'est le Congo qui est obligé de dire, ben voilà, là, ce monsieur a gagné alors qu'il n'était même pas candidat. Même pas sur la liste. Il n'était même, même pas sur la liste des candidats. Donc, c'est grave, ça n'a jamais existé au monde. Et puis là, on est obligé de dire, mais là où ça fonctionne un tout petit peu, le PCT est obligé de tricher. Donc, s'il est obligé de tricher, c'est que, je dirais pratiquement, il a eu l'habitude de tricher. Mais sauf que là, tout d'un coup, ça devenait à ciel ouvert. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a une sorte de mise en danger de la République. Parce qu'il ne faut pas croire à cette République du Congo. Elle n'existe pas. Il ne faut pas croire à l'alternance au Congo. C'est un leurre. Il n'y a pas d'alternance possible. Il y a ce que j'appelle, pour moi, des mercenaires qui ont pris le pouvoir du Congo et qui, coûte que coûte, veulent rester au pouvoir. Coûte que coûte, veulent laisser le Congo entre les mains de ceux qui seront leurs enfants demain. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'enjeu n'est pas l'avenir du Congo, mais l'enjeu est l'avenir, la possession du pouvoir. Comment maintenir le pouvoir? Alors, vous avez dit les mercenaires qui ont pris le pouvoir au Congo, coûte que coûte, qu'ils doivent rester donc au pouvoir par tous les moyens. Cela nous rappelle un peu la déclaration du ministre Bruno Itoa qui disait Tokoti Kate, en fait, ils ne vont pas lâcher tant qu'ils n'ont pas terminé de réaliser leur programme. Mais là encore, on se dit quel programme? Ils sont là, vous l'avez rappelé, depuis presque 40 ans. Et donc, Itoa dit qu'ils ne lâcheront jamais. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec les élections, vous l'avez dit, trichées. Même quand on a triché, à la fin, on a les résultats comme 100%.
est-ce que même dans une dictature, est-ce qu'on peut imaginer un scrutin où les résultats arrivent jusqu'à 100%? Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de malade ce jour-là, il n'y a pas eu d'empêchement, tout le monde est allé voter, voilà. Même quand on a triché, même quand les preuves sont là, on se proclame quand même élu à 100%. Bango Bakotikate, il faut tout Bango. C'est-à-dire que si on va avec l'illusion que Oui. c'est pas grave, on va aux élections pour avoir des bons candidats et pour avoir des bonnes personnes élues, c'est continuer à dormir. Continuer à dormir, c'est-à-dire, vous pouvez être un peu plus explicite? C'est-à-dire que les Congolais qui y croient, c'est des somnolents, c'est des gens qui vont mourir pauvres. Parce que c'est ça, en fait. L'enjeu qu'il a derrière le pouvoir, c'est la richesse du Congo. Vous comprenez? Un pouvoir sans richesse n'existe pas. On n'a pas de fondement, on n'a même pas de raison d'exister. Il s'agit des richesses du Congo. C'est ça qui est l'enjeu. Il s'agit d'utiliser les positions de pouvoir que le Congo peut offrir. Et en cela, le Congo, on a la capacité et les possibilités. Mais sauf que, quand ils disent Tokotikate, Bakotika Nini, Bakotika Nini. Donc l'enjeu est là. Et quand il y a des élections, il faut savoir que ce ne sont que des... C'est pour ça, quand je les appelle une assemblée pour rire, c'est même pas encore là, je suis gentil, mais c'est des assemblées pour obéir au système, je dirais, français auquel nous avons fait une sorte de copier-coller, vous voyez, pour dire, mais voyez, on a fait des élections, voyez, ainsi de suite, mais qui est dans ces élections? Et pour quel but? Quand on fait des élections, c'est pour obtenir des contre-pouvoirs. C'est ça la définition même du Parlement. Qu'il y ait un contre-pouvoir par rapport au pouvoir exécutif. Mais là, dans le cas d'espèce, si le pouvoir exécutif est là depuis 40 ans, maintenu, enraciné comme tout ce qu'on veut, qui a pris toute la richesse du Congo en otage et qui l'utilise pratiquement pour créer une prostitution politique, et vous pensez bien que quand ils vont obtenir, comme il a obtenu, plus que la majorité absolue. Oui, Et ils sont 11 députés, largement vous majoritaires. imaginez bien que, en fait, c'est le même pouvoir, c'est pas qui se cristallise, mais qui met ses racines encore plus en profondeur. Et c'est pour cela que je disais que ces gens qui croient encore, c'est des ignorants, c'est des somnolents, c'est même des criminels politiques. Parce qu'ils ne voient pas qu'il s'agit de l'enjeu d'un pays. Le pays, c'est indépendamment de vous, M. Perrin. Le pays, c'est indépendamment de moi, Kunku. Le pays, c'est de dire que j'ai existé dans ce pays, je laisse entre les mains des enfants qui vont naître ou qui sont déjà nés, un pays dans lequel ils peuvent être fiers. Même ceux qui sont nés à l'étranger doivent dire, tu vois, comme on dit, tu vas dire que je vais rentrer chez moi. Chez nous, on ne rentre pas chez soi. Vous comprenez? On ne peut même pas dire, je veux m'engager en politique pour servir mon pays. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Et peut-être même s'il y avait des gens sérieux, on sait qu'ils ne passeront pas, puisqu'à côté, ils mettront des gens qui n'ont même pas été sur la liste. Vous voyez, on est dans l'ubuesque, on est dans, comment on appelle ça, si je suis gentil, je dirais c'est le grotesque politique. Le contexte politique, vous avez dit. Alors, on va essayer un peu de s'intéresser sur une situation qui a cristallisé d'ailleurs toutes les attentions. C'est la circonscription de Mouyondi où Mme Nari était en face de Mme Mikolo. Alors, ici, on a constaté que finalement, le pouvoir de Brazzaville s'est arrangé à orienter toute l'attention vers cette circonscription, bien sûr en créant du suspense. Tout le monde d'ailleurs l'a constaté, vous également, alors qu'on sait que dès le premier tour, le PCT avait déjà 104 députés. Cela veut dire que dans cette circonscription, quelle que soit celle qui devait être élue députée, ça ne changeait rien dans ses résultats. Le PCT s'était déjà taillé sa part de Lyon, comme je l'ai dit, d'entrée du jeu. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette cristallisation d'attention vers
la circonscription de Mouyondi telle que nous l'avons vécue au finish. C'est Mme Mounari qui a été élue députée. Est-ce qu'on peut parler là de l'expression de la démocratie au Congo ou bien ça a été juste une stratégie pour désorienter les Congolais, c'est-à-dire, comme tu dirais, lorsqu'une situation est trop difficile, on crée une autre situation pour faire diversion. Donc, une situation dans une situation pour divertir. Vous avez tout dit, parce qu'au fond, vous voyez, nous avons dit tout à l'heure que même si Mme Mounari est votée, objectivement, elle est votée pour rien. C'est une seule voix dans la marée parlementaire, on peut dire. Donc, théoriquement, elle devient un visage emblématique, oui, mais en fait, un visage emblématique qui ne s'arrête que là. Ce n'est pas un visage d'opposition. Madame Mounari, votée, elle met en miettes même le phénomène de l'opposition. Parce que qu'est-ce qui ne sera pas dit? Mais si les Mirassa et tout le monde, les Lenzon s'étaient présentés, ils auraient eu leur chance. Comme Mounari a eu sa chance. Et en fait, le PCT, je dirais même Sassou, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, Sassou avait besoin d'une situation démonstrative comme celle-là. Pour dire aux gens, mais vous voyez bien que chez nous, ça marche aussi. Vous voyez bien qu'il y a une véritable opposition. Et j'ai lu, puisqu'on m'envoie beaucoup de coupures de réseaux sociaux, j'ai dit qu'il a dit, mais la seule qui a été élue au Congo, c'est Mme Mounari. Moi, j'ai envie de dire, la seule qui a été désignée au Congo, c'est Mme Mounari. Parce que c'est là qui est le fond des choses. En réalité, au Congo, Sassou utilise les femmes. Et moi, cela m'attriste beaucoup. Parce que Mounari, Mikolo, comme Madame Diawara, ce sont des femmes utiles pour le Congo. Elles ont une expérience, qu'elle soit mauvaise ou pas, une expérience dont le Congo a besoin. Mais on les utilise pratiquement à la commande. Madame Mikolo est une personne qui s'essaie dans la politique. Et moi, j'appelle à ce qu'elle puisse en tirer des leçons. Madame Mounari, en fait, a beaucoup de ficelles à tirer par rapport à Sassou Nguesso. Il suffisait d'un coup de téléphone, et je crois que c'est ce qui s'est fait, pour que Madame Mounari dise que, rappelle-toi que contre les Souba, c'est moi qui t'ai aidé pour que tu accèdes au pouvoir. C'est-à-dire, pour nos téléspectateurs, hein, pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'on pourrait être un peu plus explicite, s'il vous plaît? C'est-à-dire que la communauté internationale et surtout ceux que j'ai discuté, avec qui j'ai discuté, y compris même ceux qui étaient les diplomates et beaucoup de gens qui étaient à l'époque au Congo, ils savent bien que le pouvoir de l'Issouba a basculé, je dirais, par l'entremise de Madame Mounari. Elle a joué un double jeu. Et ce double jeu, la communauté internationale n'est pas dupe, tout le monde le sait. Il y a eu même des personnes, et en deuxième temps, quand, comment s'appelle, Monseigneur, comment il s'appelait, Combo, a travaillé un peu entre les deux, ainsi de suite, et Mounari a joué aussi, a fait basculer les contacts par rapport à Combo, au détriment de Combo. En tout cas, les éléments que j'ai, s'ils veulent un débat, je suis prêt à soulever ces débats pour aller plus en profondeur. Donc, à maintes fois, Mounari a sauvé le pouvoir de Sassou. Donc, qu'on s'est dit d'un avocat, j'espère que vous avez les éléments pour. J'en ai des éléments. Vous savez, depuis que je viens vous parler, vous faites l'honneur de m'appeler, sauf celui qui était venu s'expliquer en toute hâte, en fait, pour dire le contraire et pour confirmer ce que j'avais dit. Donc, je pèse toujours les choses. C'est pour ça que, parce que l'engagement pour le Congo, je l'ai fait vraiment de manière entière. Je veux que ce Congo soit libre. Je veux que les enfants du Congo
soient des personnes qui retrouvent leur fierté. On n'est pas fier d'être Congolais. On n'est pas fier d'être Congolais. Il faut le savoir. Nous avons honte d'être Congolais. Et moi, j'ai honte de l'utilisation que l'on fait de nos femmes. Vous savez, là où ça s'est passé, là où il y a eu le fameux conflit entre Mikolo et Munari, nous sommes en zone Congo. Nous, en tant que Congo, on est des Bantous. Je ne sais pas si vous connaissez bien, les gens appellent Bantou, moi je dis Bantou. Bantou, c'est-à-dire que nous sommes les têtes. Et pour être les têtes dans un pays, nous avons un respect énorme pour la femme. Nous avons un respect énorme pour la maman. Et dans la plupart des pays, des villages ou des groupes, même si la femme n'était pas chef, mais en réalité, c'est elle qui tenait le pouvoir. Et c'est pour ça que le conflit qu'il y a eu entre Mikolo et Munari, est-ce que vous en avez retenu un seul? Il faut parler peut-être en termes de duel, Munari, parce que c'était une élection. Non, mais j'en parle en termes de conflit, et c'est un choix volontaire du terme. Parce que si c'était une élection, M. Perrin, est-ce que vous pouvez me dire un seul thème politique qu'ils ont développé? Qu'elles ont développé, ces femmes? Il n'y en a pas eu. Mais il n'y a que eu des personnalités qu'on a mises l'une contre l'autre. Donc, ce n'est pas un débat politique. Ce n'est pas un duel politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Un duel politique. Et donc, jusque-là, vous êtes en train de nous dire que ça a été fait, est-ce que c'est un scénario qui a été monté juste pour de faire diversion, c'est ça? En fait, pour dire qu'il y a... on a, si vous regardez très bien, on a une sorte de conflit de femmes, un conflit de rivalité, mais qui n'a rien, qui n'apporte rien au Congo. C'est comme deux rivales qui se battent. Enfin, c'est pas. Moi, quand je suis une élection, j'ai dit, celui-là, il défend le point A, l'autre défend le point B. Donc, c'est à partir là que je me détermine pour dire, je choisis A ou je choisis B. On est d'accord. Mais là, personne n'a retenu un thème. Moi, je voulais qu'on me dise qu'est-ce que Munari a défendu et qu'est-ce que Mikolo a défendu. Rien. Donc j'en arrive à l'image d'un conflit. C'est-à-dire qu'on a opposé deux femmes de valeur et qui sont entrées dans un jeu qui fait que, en réalité, c'est comme si chacun devait plaire à sa soupe. Et moi, j'ai envie de dire à ses sœurs, c'est toi, sœur, parce que je pense que c'est vraiment deux femmes de valeur, trois femmes de valeur. Il y a une que j'ai connue quand j'étais élève encore, c'est Madame Diawara, une femme de grande personnalité, qui a fait trembler Ngwabi à l'époque. Quand il était venu au lycée technique, juste après avoir tué son mari, ou fait tuer, puisque c'est ce qu'il a fait, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais Ngwabi était tremblant devant elle, parce que c'est une femme de grande personnalité. Et quand je la vois maintenant fanée, j'ai envie de dire, en train d'aller vers la mort, comme une épave, je lui dis, ressaisis-toi. Je dis, ressaisis-toi. Et c'est la même chose que je dirais à Munari. Munari, tu as une expérience politique assez suffisante pour cesser de jouer le jeu de Sassou. Il est temps maintenant de venir travailler sérieusement pour le Congo. Et je dis la même chose à Mikolo. Mikolo est en train d'entrer dans la vie politique. Elle s'essaie dans la politique, mais qu'elle n'aille pas plus loin. Le Congo ne crée pas des prostituées, ne doit pas créer des prostituées. Le Congo doit créer des femmes et des hommes sur lesquels le pays entier peut se reposer. Et c'est ça mon appel. Je les appelle à travailler politiquement. Je les appelle à être conscientes. Ça, ce n'est qu'une mise en scène. D'abord, comme vous avez dit vous-même, avec déjà, je crois, 110 députés qu'ils avaient déjà, ou 100, je ne sais plus combien. 104, oui, 104 députés. 104 députés. Au premier tour. Vous voyez bien, ce n'est même pas une fleur qu'on leur a faite. C'est rien. C'est une guerre de chiens qui se battent contre un os, c'est tout, par rapport à un os. Donc, il n'y a rien.
C'est désolant qu'ils Et imaginent pas. pourtant, Maître Dominique Koukou, pourtant, certains observateurs y ont vu l'expression d'une démocratie au Congo, puisqu'à la fin d'ailleurs, et comme curieusement, c'est la seule circonscription où on a vu le perdant ou la perdante féliciter celle qui venait de gagner. Et donc, Madame Mikolo s'est permise quand même de féliciter Oui. Madame Nari pour lui dire que merci parce que vous venez de gagner et bravo, félicitations, ce qui ne s'est pas fait dans les autres circonscriptions. Et tout ça, vous pensez que ça a été juste une mise en scène? Au-delà de la mise en scène, c'est d'abord être courtois, mais ça montre bien la culture de Madame Mikolo. Ce n'est pas, c'est pas la première venue intellectuellement. C'est une femme de culture. C'est une femme, je connais un peu cette famille, c'est une femme de culture. Donc, qu'elle ait fait ce geste-là, en soi, est déjà une bonne chose. Mais dans la réalité, moi, j'ai dit, qu'est-ce que leur débat change simplement pour Mouyondi? Rien. J'ai envie de dire, qu'est-ce que cette fameuse élection va changer pour toute la région, puisque vous me dites qu'ils avaient déjà 104 députés? Rien. Qu'est-ce que cela va changer pour le fonctionnement De de Mouyondi, l'Assemblée par exemple, nationale? ou de l'Assemblée nationale, oui. Oui, parce que même si vous savez, c'est le même système, hein, il faut qu'il puisse être dans des groupes parlementaires, ainsi de suite. Mais la seule, mon arrivée, c'est départager. Pour être dans quel groupe? Vous savez, ailleurs, prenons par exemple en France, quand Macron est venu au pouvoir, il y a eu, je crois, 6 députés, je ne sais plus combien de députés du Front National ou de Rassemblement National. Mais on ne les entendait pratiquement pas, sauf quand parlait Mme Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un langage tribunicien. C'est-à-dire quand elle sera tribune, elle va parler, mais ça s'arrête là. Ça ne change rien, même pas dans les lois. Donc, il y a une indécence politique dans cette manière de se prêter à Sassou pour lui donner une légitimité. On attend de ces femmes-là, particulièrement de ces femmes, d'être des têtes, des vraies têtes. Moi, je les veux, travailler véritablement sur la nouvelle République du Congo, la vraie République du Congo. Ce sont des têtes de valeur. Il faut qu'elles arrêtent de jouer le jeu d'un tyran, d'un petit capricieux. Qu'ils arrêtent de jouer le jeu de celui qui est là pratiquement pour leur donner la richesse de leur propre pays. Vous voyez, il y a une intelligence politique qu'il faudrait que nous tirons de cela. Et moi, je les interpelle, ces femmes-là. Au vu de tout ce qui s'est passé pendant ce scrutin, je parle bien du premier tour que du deuxième tour, quelle crédibilité de la nouvelle Assemblée nationale du Congo, quelle légitimité pour cette Assemblée? Mais elle n'a aucune légitimité. Et si d'ici un mois ou deux, le pouvoir de Sassou tombait, il faut carrément la dissoudre, cette Assemblée. Il n'y a pas d'avenir à une Assemblée pareille. Il n'y a aucune légitimité. Déjà jusqu'à présent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a servi de caisse de résonance. Encore plus maintenant. C'est des petits-fils à papa, c'est tout ce que ça va rassembler, cette Assemblée. Et c'est les gens qui recevront des ordres du PCT. Et tout le monde, 7 pour Yuki, qu'est-ce que 7 va faire devant 110? 7 pour UPADES, c'est ça, je crois. Tout à fait. Mais les 14 là, qu'est-ce qu'ils vont représenter devant les 114 ou les 110 députés? Rien. Il n'y a rien de crédible. Ces montages, même le fameux débat, le fameux duel Mikolo contre Monari, une sorte d'auto-histoire. Vous savez, intellectuellement, on distingue l'auto-histoire de l'hétéro-histoire et puis la vraie histoire. L'auto-histoire va dire il y a eu un débat à Mouyondi, oui, alors qu'est-ce que ça a donné? Rien. L'hétéro-histoire dira mais pourquoi ce débat?
Pourquoi ces débats? Parce qu'on savait bien que c'est Mounari qui allait passer. On le savait. Donc, et la vraie histoire dira que ce sont des non-événements. Que pendant 40 ans, il n'y a eu jamais d'élection démocratique au Congo. Et ceux qui vont y croire, parce que je sais qu'il y en a, qui vont y croire, ceux qui ont dit, mais moi j'ai gagné à 100%. Oui, très bien. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie rien. Donc, il n'y a aucune crédibilité. Le Congo n'est pas crédible. Le Congo n'est pas crédible nationalement par rapport à des personnes comme moi qui voient sereinement la situation, mais le Congo n'est pas non plus crédible internationalement parce qu'il ne faut pas penser que les gens sont dupes. Il ne faut jamais penser, parce que vous savez, en démocratie, plutôt en diplomatie internationale, les gens vont venir en souriant, ah, monsieur le président, ah, vous êtes formidable. En fait, le contraire, c'est ce qui est pensé. Rappelez-vous quand ils ont rassemblé le corps diplomatique à Brazzaville, quand j'avais écrit le livre Le génocide de Larry, tout le monde était content. Mais pourtant, partout où ça se passe, on lui rappelle le génocide de Larry. Donc, en fait, pendant que vous parlez de Lissa Souguesso, si vous étiez demandé de vous prononcer sur son statut. D'abord, Denis Sassou Nguesso fait ce que j'appelle, il fait fonction de président. Il n'est pas président. Il n'est pas président. Il n'a jamais été élu président. Deuxièmement, est-ce qu'il est un chef d'État? Non, puisque l'État n'existe pas. L'État du Congo a été déstabilisé, puisque nous venons de parler de l'État, c'est aussi le Parlement. Quand le Parlement n'est pas crédible, de quel État il est le chef? Sassou Nguesso est un brigand. Et depuis toujours, il a été un brigand. C'est-à-dire? Parce que il y a une photo qui circule. C'est dommage que chez nous, les images ne fonctionnent pas, ne renseignent pas. Quand il y a eu l'histoire de Kinganga, vous connaissez, vous voyez? Quand il y a eu l'histoire de Kinganga qui avait pris le pouvoir, enfin, qui avait proclamé donc un coup d'État à la radio, c'est Sassou et Yombi qui l'avaient trahi auprès de Ngwabi qui était à Pointe-Noire. Et quand on a tué Kinganga, il y a une photo, et je suis sûr que Sassou a dû la cacher sous 1000 km sous l'eau, une photo où Sassou, avec une arme, pose son pied sur le cadavre de Kinganga. Et il le présentait un peu comme un butin de guerre. Et je crois que c'est cela qui est Sassou. Beaucoup qui se sont trompés, beaucoup qui ont voulu croire qu'il est quand même gentil, il a changé. Mais, beaucoup se sont fait avoir. Il paraît que maintenant les parents de celui qui vient de décéder, là, je ne sais plus comment il s'appelle, sont en train de demander des comptes à Sassou, celui qui était son garde de camp, etc. Vous voyez. Vous nous avez dit une photo circulerait où Sassou Nguesso a une arme et son pied sur le corps de Kinganga, c'est cela? C'est cela. Une telle brutalité, une telle cruauté jusqu'aujourd'hui. Est-ce que j'allais dire, la justice congolaise s'en est intéressée parce que c'est quand même, c'est trop cruel ça. C'est qui la justice congolaise? C'est quoi? C'est un machin. Mais n'est-ce pas à vous, par exemple, les avocats, d'initier, par exemple, ce genre de procès? Oh, certainement. Mais sauf que je pense que dans un cas pareil, tout démarrerait du Congo. Je sais que, et je salue le fils de Kinganga, qui est un grand avocat dans le centre de la France. Il doit avoir des idées là-dessus, vous voyez. C'est ce qu'on appelle l'intérêt à agir. L'intérêt à agir appartient à ses enfants. Donc, certainement qu'il faut le faire. Mais beaucoup attendent le temps propice. C'était quoi déjà le contexte? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour l'intérêt, bien sûr, de nos téléspectateurs qui n'ont jamais connu cette histoire? C'était quoi d'abord le contexte et pourquoi on se retrouve devant une telle image d'ailleurs? Absolument. Kinganga, qui était un parachutiste, je crois que c'est un des meilleurs qu'on ait pu avoir au Congo,
avait conçu l'idée de renverser le pouvoir. Et dans son groupe, d'ailleurs, il y a un monsieur, un gendarme qu'on appelait Benoît. Et je crois que de manière par raffine, par, on appelle ça par... Affinité? non, non, ça dit qu'en suivant les lignages, je pense que je dois même être parent de ce Benoît. En tout cas, ils avaient pris la radio en partant de l'idée qu'une fois qu'ils prennent la radio, ils peuvent communiquer au monde entier. Dans ce coup, il y avait Sassou et il y avait Yombi. Au dernier moment, Yombi et Sassou se sont déchaussés. Et comme le fait toujours Sassou, ils ont trahi le coup qu'ils avaient monté ensemble. Je me rappelle, à l'époque, Ngouabi était en déplacement à Pointe-Noire. Et je me rappelle qu'il y avait même eu une scène où les lumières brutalement s'étaient éteintes, là où il faisait sa conférence. Donc en fait, le but, c'était de l'attraper. Bon, est-ce qu'on est d'accord avec cette manière de faire? Je ne porte pas un jugement, mais je resitue le contexte historique. Et donc, oui, compte tenu de cette situation, Tinganga, Benoît et les autres ont été pratiquement neutralisés à la radio Congo. À l'époque, la radio Congo était vers le marché total, enfin, vous voyez, en allant vers ce qu'on appelle maintenant. Oui. Ils n'étaient pas au stade marchand, mais c'est au niveau du stade marchand qu'était la radio Congo. Oui. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que n'ayant plus, parce que les Yombi et les Sassou devaient faire la couverture extérieure, et n'ayant plus la couverture extérieure, donc ils ont été attrapés d'une certaine manière, on les a canardés, on a tiré sur eux, ainsi de suite, et beaucoup sont morts, dans Benoît, mais particulièrement la personnalité le pou dans cette affaire, c'était Tinganga. Donc, Tinganga, je crois qu'on l'appelle même Siroko. Et donc, Tinganga est tombé. Et Tinganga en était mort. Et il y a une photo qui est vraiment choquante. Et je crois que les générations, vous qui êtes dans les médias, je vous prie de chercher à transmettre cette image aux générations qui viennent et peut-être la rappeler à la communauté internationale. Sassou met son pied sur le cadavre de Tinganga avec une arme. L'air de dire, c'est moi qui l'ai tué. Cet homme n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il est resté le même. Beaucoup se sont, je crois que c'est Onyangue qui vient de mourir là, je pense que là où il doit regretter d'avoir été un pion de Sassou. Beaucoup qui ont servi Sassou. Il y en a qui ont eu leur vie carrément arrêtée. Beaucoup. Mais toujours en travaillant, je dirais, dans l'ombre. Toujours en donnant le sentiment, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un, il tue, il retire sa main. Et c'est cela qu'est Sassou. Et c'est pour cela, quand j'ai interpellé mes sœurs, mes 3 sœurs, parce que pour moi, c'est des sœurs de grande valeur, je voulais leur ouvrir les yeux sur là où elles se donnent corps et âme. Elles perdent leur temps. Elles perdent leur temps. Elles vont perdre leur vie comme beaucoup de femmes ont perdu aussi leur vie par rapport à Sassou. Je crois que le jour où les gens auront une image moins émotionnelle par rapport à Sassou, mais en un jour, Sassou va être mis dehors, surtout les femmes. Le jour où elles vont prendre conscience que c'est un homme qui a joué avec eux, qui continue à jouer avec elles, on en finira. Il y a toujours des petites complicités. Il y a beaucoup de cas que l'on peut citer. Il y a eu le cas même de Marie Ngouabi. Qui a trahi Marie Ngouabi? Et dans le cas du Congo, l'histoire véritable est toujours difficile à établir parce qu'il y a l'auto-histoire, il y a l'hétéro-histoire,
Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu le contexte calme pour que nos écrivains, nos historiens nous retracent l'histoire véritable. Mais quand on voit au moins les éléments qui sont en ma possession, permet de dire que c'est carrément Sassou Nguesso qui a conduit Ngouabi à la mort. Or, c'est Ngouabi qui a forgé l'image même et le personnage de Sassou Nguesso. Dans cette tragédie, Massamba Deba, on a payé le prix. On a payé le prix, mais toujours sur l'instigation de Sassou Nguesso. Dans cette tragédie, le seul cardinal que le Congo n'ait jamais pu avoir, le cardinal Yenda, il a perdu sa vie. Mais sous quelle instigation? De Sassou Nguesso. On peut aller plus loin. Diawara, qui a été dans les éléments que j'ai même enregistrés, Diawara a été tué physiquement par Sassou Nguesso contre la vie même de Marien Ngouabi. Vous êtes en train de nous dire des choses là, mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, finalement, Denis Sassou Nguesso n'a jamais été traduit devant la justice, malgré tous ces crimes que vous évoquez? Je pense qu'il a mis en place, c'est ce qu'on appelait dans le temps, un pouvoir par la terreur. Le pouvoir par la terreur, d'abord, il élimine les gens qui sont capables d'apporter une vérité ou une contre-vérité. Beaucoup ont été éliminés par les armes, par les disparitions, mais beaucoup ont été éliminés par du poison. Moi, je rends grâce à Dieu personnellement que Dieu m'ait sauvé de cet empoisonnement. Et vous arrivez à un cas comme ça, pouvez-nous le partager? Écoutez, moi quand les gens me voient, ils m'admirent, ainsi de suite, mais vous savez qu'il y a simplement 5 ans, je ne pouvais même pas plus traverser une rue. C'est-à-dire que sans le soutien de quelqu'un, je ne pouvais pas marcher. Je suis même tombé dans le métro de Paris. Et quand on dit que Dieu est tout-puissant, il est vraiment tout-puissant. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler. Vous savez, quand j'attaque Sassou, ce n'est pas du militantisme bon marché, mais c'est une conviction intérieure que cet homme est dangereux pour le pays, mais dangereux pour ceux qui sont pratiquement ses alliés. Je sais que les Mvouba et tout ce monde va passer au feu du poison. Et il y a, comment ça s'appelle, que j'avais eu comme directeur à l'époque, quand j'étais à la Banque centrale, qui vient de passer là à ma gauche, celui qui était Premier ministre. Clément Mwamba. Clément Mwamba, un garçon très intelligent, un doctorat en économie, il serait encore là. Et je suis sûr que s'il n'avait pas bravé ce système en se disant je vais y aller, et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, il était pas en âge de mourir. Andéli, le frère de celui qui est le ministre de l'économie, Andéli qui est un confrère, je ne sais pas comment on peut appeler cela, au lycée technique. Je me rappelle, ils étaient en terminale quand j'étais en seconde, les deux Andéli. Mais Andéli, je crois que c'est Philippe qu'on l'appelait, je ne me rappelle plus le prénom. Il est mort ici à Paris, mais dans des conditions effroyables. Vous voyez, c'est-à-dire que la liste est longue. Mais en créant ce système de la terreur, je suis sûr que ceux qui sont des confrères qui sont avocats ou juges à Brazzaville, ils connaissent cette terreur-là. Et même si tu engages une action, c'est une action qui ne va jamais prospérer. Parce que qui nomme ce procureur, qui nomme le premier président, qui nomme toutes ces personnes, c'est Sassou qui les désigne. Vous n'allez pas couper l'arbre sur lequel vous êtes assis. Donc, je crois que au renversement de Sassou,
Et je le souhaite vraiment le plus tôt qu'il soit, au renversement de Sassou, il y aura une véritable mise en évidence, une véritable, comment je peux appeler ça? C'est une révélation à outrance même de tous ces crimes commis. Qu'un seul homme ait pu commettre autant de crimes, c'est effroyable. Et donc aujourd'hui, il veut, disons, montrer l'image des démocrates avec les élections pour rire, montrer que c'est lui qui est le père de la nation. Quelle nation? C'est lui qui est le destructeur de la nation. Alors, Maître Dominique Koukou, puisque nous parlions des élections législatives au Congo, et bien sûr, on peut aussi prendre le cas de toutes les autres élections présidentielles, que sais-je encore. Est-ce qu'on peut continuer à croire à une alternance au Congo-Brazzaville par les urnes? Par les urnes, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Et je crois que ce serait transmettre une illusion pareille, je ne peux pas le faire. Je sais que non. Par d'autres moyens, on peut l'envoyer en vacances. Hein. Je crois que. D'autres moyens, par exemple, le dialogue? Non, jamais. Non. Même le dialogue national inclusif, ça ne marchera pas. Mais il serait inclusif avec qui? Puisque même les dialogues qu'il organise, vous l'avez vu à Mouyondi? Avec les partenaires politiques qui sont bien sûr au Congo-Brazzaville. Et la Vous société savez, civile. à Mouyondi, il y a eu une réunion là-bas, justement, à Mouyondi. Vous l'avez vu Sassou venir là-bas pour discuter? On leur a bourré d'un peu d'argent dans les poches, c'est tout, dans des enveloppes, c'est tout. Et dialogue international, je crois qu'il y a eu Boukadia qui croyait, qui en a fait un débat, mais c'est une illusion effroyable. Ce fameux dialogue international sur le Congo, vous l'avez vu fonctionner? C'est l'illusion, il ne faut pas vendre Je crois l'illusion. que c'est toujours en cours de préparation et peut-être que ça pourrait aboutir, qui sait. C'est quand même la forme la plus aboutie. Et... On appelle ça, c'est à la Saint-Glingla. C'est à la Saint-Glingla. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, non, il n'y en aura pas. Alors, que faut-il donc pour le Congo-Brazzaville et pour arriver finalement à une alternance politique? Je pense qu'il faut que Sassou n'existe plus et n'existe plus sur la scène politique. Ces deux points sont importants. Parce que là, quand vous dites Sassou, vous parlez de Sassou en tant que personne humaine ou de Sassou en tant que système politique? Peut-être que je parle des deux. Peut-être que vous parlez des deux. Alors, merci donc, Maître Dominique Nkunku, d'avoir été avec nous, à moins que vous ayez une dernière préoccupation dont je ne vous ai pas posé la question. Vous avez quelques secondes pour cela. Mais d'abord, ma préoccupation, c'est de continuer à vous soutenir parce que vous avez un courage que le Congo n'a jamais eu. Et j'ai envie vraiment de vous dire du fond du cœur que vous êtes en train de forger une âme congolaise. L'autre côté qui n'était jamais regardé, c'est vous qui nous aidez à le regarder. Donc, je suis chrétien, j'ai envie de dire, je prie que Dieu vous protège et vous garde. Moi, j'ai pas peur. Beaucoup pensent que je devais avoir peur. Non, je crois que Dieu m'a fait naître sans la peur en ce qui me concerne et je sais que j'irai jusqu'au bout. Mais vous, soyez courageux. Que vraiment Dieu vous fortifie et surtout que vous ayez des moyens indépendants. Que nous ayons la conscience. Souvent, les Congolais, comme on dit, Bazana Maboko Makaku, ils ne savent pas donner. Et il faudrait que nous apprenons à faire des dons dans des œuvres comme la vôtre. Et vraiment, je sais que quand je viens, vous m'accordez le temps de m'adresser pour dire mes convictions, mais là, c'est à vous que je voulais dire courage. Ce que vous dites, ce que vous faites, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Vous savez, la lumière éclaire les ténèbres. Vous voyez? Vous apportez un peu de lumière et qui éclaire les consciences. Je sais que vous êtes très suivis.
Je reçois beaucoup d'échos. Donc, j'ai envie de lui dire courage parce que vous êtes en train de forger la nouvelle nation. Et puis le dernier mot va vers ses trois sœurs. Je les attends. Madame Diawara, j'étais votre étudiant et vous n'êtes pas à votre place. Madame Onari, vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais ne continuez pas à en faire parce que vous avez une expérience dans votre pays, le Congo. Au-delà de Mouyonzi, a besoin. Madame Mikolo, vous êtes une jeune femme très brillante. Ne vous laissez plus entraîner, ne tombez pas dans dans ces miasmes-là, dans ces choses qui ne sont pas à votre hauteur. Revenez à votre conscience. Je voudrais que ma parole ne soit pas une parole de condamnation, une parole qui vous donne votre propre conscience et votre propre valeur. Vous existez avant Sassou. S'il ne vous tue pas, vous existerez après Sassou, parce que le Congo a besoin de vous. Que Dieu vous garde. En tout cas, je vous dis merci, Maître Dominique Nkunku, d'avoir été avec nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir encore choisi Telar TV. Likez, partagez. Si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Telar TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. On se dit donc à très bientôt. Merci.